Bonjour à tous. Bienvenue à cette première pause pédagogique de l'année 2018-2019. Cette pause pédagogique va nous permettre de discuter d'un article qui est paru en janvier 2017 dans une revue scientifique qui s'intéresse aux technologies et à la communication dans le monde de l'éducation et de la formation. Donc nous sommes étudiants, on se présente, nous sommes le Trinôme qui a sélectionné cet article et qui l'a analysé pour vous. Nous sommes étudiantes en Master 2 Pédagogie en sciences de la santé. Donc je te laisse te présenter. Merci. Moi je suis Léonore Franck, je suis sage-femme enseignante et donc étudiante avec Yamina. Et moi je suis Marie Jounin, je suis formatrice à l'école de kiné IFMK à Besançon. Et je suis Yamina Lazoun, je suis formatrice ici à Paris. Donc l'article que nous avons sélectionné porte sur la classe inversée. Et donc nous avons pensé l'animation de cette pause pédagogique comme une classe inversée. Donc nous avons souhaité vous mettre un petit peu dans la posture de l'apprenant qui bénéficie de cette méthode pédagogique. Donc avant de commencer, voilà, donc ça c'était notre objectif. Nous aimerions quand même, avant de commencer, vous préciser quelque chose. L'article porte bien sur la classe inversée. Les supports que nous avions mis à disposition en amont, qui concernaient donc le raisonnement clinique, ne sont que le prétexte pour vous permettre de vivre l'expérience. Donc on va vraiment se centrer sur la classe inversée. Donc ce qu'on vous propose, nous avions mis donc à disposition en amont les 6 articles de Marie-Claude Odetta qui concernaient donc le raisonnement clinique, les difficultés du raisonnement clinique, comment les identifier, comment y remédier. Et nous avions mis également une vidéo dans laquelle on a mis un petit peu en scène notre classe inversée. Donc je vous propose de la regarder pour ceux qui n'ont pas pu la voir. Salut Léo. salut Marie. Dis-moi, t'as l'air concentrée là. Écoute, oui, je suis en train de réfléchir autour d'une situation qu'une étudiante m'a rapportée. C'est du raisonnement clinique. Et j'essaie de réfléchir à la manière dont je pourrais l'accompagner pour qu'elle revienne un petit peu sur ce qui s'est passé et ainsi que quelques erreurs. Ok. Ouais. Moi, je suis pas experte dans ce domaine-là, mais par contre, je connais quelqu'un, Yamina, oui, qui, elle, saura sûrement t'aider. Ouais, ok. Ouais. Attends, on va l'appeler. Allô, Yamina? Yamina? Bonjour les collègues, je suis impressionnée par votre question. Déjà, le raisonnement clinique, ça n'est pas simple. Alors la remédiation, je comprends que cela soit compliqué. Bon, avant de parler de remédiation, il faudrait parler du raisonnement clinique. Et ce n'est pas si simple, puisqu'il n'y a pas un modèle unique de compréhension, mais plutôt plusieurs approches. En tout cas, on pourrait en synthèse dire que le raisonnement clinique est le processus qui permet aux soignants d'analyser les données de la situation clinique et de l'environnement du patient pour aboutir à identifier ses problèmes de santé et à intervenir. Alors, pour comprendre la remédiation en cas de difficulté de raisonnement clinique, il faudrait identifier à quel niveau ou à quel moment du raisonnement se trouve cette difficulté. Écoutez, je vous transmets une série d'articles très didactiques qui décomposent justement ces étapes du raisonnement clinique et proposent des axes de réajustement. Cela va certainement vous aider. Et surtout, rassurez-vous et rassurez vos étudiants. Primo, ce type de difficulté peut faire partie de la progression normale d'un apprenant. Secondo, plus tôt on identifie les difficultés,
plus rapidement pourra effectuer une remédiation pour ne pas se retrouver dans une impasse pédagogique. Je vous souhaite une bonne lecture, les collègues. Nous en reparlerons à Strasbourg en octobre. Nous allons les lire avec attention. Et vous aussi, vous allez les lire, ces articles. Et au-delà de ça, en vue de notre rencontre en octobre, nous avons 2 missions à vous confier. La première, c'est de télécharger une application qui vous permettra de scanner un flashcode. Si vous n'avez pas de smartphone dans votre possession, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser celui de votre voisin ou voisine. La seconde mission, c'est de connaître pour nous faire partager votre profil d'apprentissage. Et c'est très simple, pour connaître votre profil d'apprentissage, nous vous invitons à réaliser des tests de code dont le lien s'inscrit sur cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous jeudi 18 octobre au forum en salle 212 avec Marie, Yamina et moi-même. Bonne semaine, à bientôt, à très bientôt. Et bien voilà, donc dans la vidéo il y avait des consignes, donc a priori vous avez tous fait le test de code, où ils sont en cours, et vous avez en principe aussi tous un lecteur de QR code. Alors, qui n'a pas de lecteur de QR code, s'il vous plaît? Donc vous avez tous un voisin qui en a un, a priori. Parfait. Donc vous pouvez suivre avec votre voisin. Il y en a qui n'auraient pas encore terminé? Ok, donc c'est que c'est bon. Alors, juste pour un petit bout de présentation de Quiz Yourself, qui se trouve sur Internet, on se crée un petit compte, ça nous permet de gérer comme ça des questionnaires un peu, les SRP, les systèmes de réponse personnalisés. Ça permet par exemple d'animer un petit peu de manière un peu plus interactive les cours magistraux. Quand on a un grand amphi de 200 étudiants, ça permet de donner cette touche d'interactivité, et c'est très utile aussi pour les questionnaires diagnostiques. Avant de commencer votre cours, vous pouvez dresser un petit profil des niveaux des apprenants et ce sur quoi vous allez insister un petit peu plus durant votre cours. Donc là, si on regarde les résultats, alors clairement, on ne va pas s'intéresser à vos résultats concernant le raisonnement clinique parce qu'on n'a pas le temps matériellement, mais il n'y a pas de problème. On peut y revenir cet après-midi si vous souhaitez, parce qu'il y a quand même une certaine hétérogénéité dans vos réponses. On va regarder plutôt la dernière question. Donc, vous avez testé la classe inversée. Quel est votre ressenti sur ce dispositif pédagogique? Et donc, il y a quand même 25% de participants qui considèrent que la classe inversée ne convient pas car ils ne peuvent pas interagir avec l'enseignant. Donc, ça concerne bien cette phase en amont du présentiel où l'apprenant est face à des ressources pédagogiques un petit peu en autonomie, plus ou moins solitaire, et il doit passer par cette phase d'appropriation de ces connaissances-là. Eh bien, cette hétérogénéité se retrouve assez régulièrement lorsqu'on utilise la classe inversée. Vous n'êtes pas les seuls, il y a toujours un certain pourcentage qui n'adhèrent pas à la classe inversée, et c'est ce qui est le point de départ des auteurs, parce qu'ils ont animé un dispositif de classe inversée, et face au retour des étudiants, ils se sont interrogés sur pourquoi est-ce que cette classe inversée ne convient pas à tous, alors que théoriquement, comme elle a été pensée en amont, elle devrait satisfaire tout le monde. Donc je passe la parole. Alors l'article que nous avons choisi s'intitule « L'adhésion des étudiants à la classe inversée, une approche par le style de compétence, d'apprentissage ». Donc il a été écrit l'année dernière par Mme Tobois-Jacob, qui est membre, qui est doctorante en sciences de l'éducation et qui exerce à Strasbourg. Nous avons choisi cet article parce que nous voulions quelque chose d'un peu ludique
Et la classe inversée nous amusait beaucoup. Donc tout d'abord, la classe inversée, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif de formation qui est de type hybride. Le savoir, on est dans la pédagogie active avec un savoir qui est le produit de l'activité de l'élève. Le principe est d'adresser en amont des documents. Alors ça peut être un PowerPoint commenté, ça peut être une vidéo, ça peut être des articles à lire, des ressources documentaires diverses. L'idée est vraiment que l'étudiant puisse se familiariser avec les connaissances en amont et ainsi permettre, lorsque la restitution se fera avec l'enseignant, d'être dans une activité beaucoup plus immédiate et a priori plus efficace. Donc c'est un moyen également, il est présenté comme ça en tout cas par la majorité des auteurs, d'actionner des leviers qui entraînent un apprentissage en profondeur. Mais certains auteurs n'en sont pas forcément convaincus puisqu'il n'y a pas de preuve pour cet apprentissage en profondeur. Donc on reprend, c'est bien en deux étapes que cette classe inversée va s'effectuer. Donc une expérience a été faite en 2014, ça s'appelle le bilan du projet Pédaginov, qui a étudié la classe inversée de façon plus spécifique et qui a pu montrer que l'adhésion, là on est dans l'adhésion dans le sens être d'accord avec, être en accord avec la classe inversée, était très disparate selon les étudiants, en tout cas selon les profils. C'est pour ça que l'auteur s'est interrogé sur quel type de profil, et on va y revenir après. Donc pourquoi les étudiants adhèrent de façon diverse a priori à cette nouvelle modalité pédagogique? Ça peut être parce qu'il y a une résistance au changement, c'est une des premières hypothèses, et la deuxième est que finalement l'étudiant dira qu'il n'a rien appris de nouveau, que cette modalité pédagogique ne lui permet pas d'améliorer par rapport à un cours magistral par exemple. Donc l'hypothèse de l'auteur est que est-ce qu'il y a une corrélation entre l'adhésion à la classe inversée et le style d'apprentissage de l'apprenant? Et c'est ainsi que l'auteur a choisi de demander aux étudiants d'effectuer le test de Kolb, qui est un test qui va vous être présenté et qui permet de définir non seulement votre mode d'apprentissage, mais également le style d'apprentissage. Donc pour replacer un petit peu ce que c'est que le test de Kolb, rapidement, vous avez pu l'expérimenter, mais on va quand même se remettre un petit peu en tête ce que ça donne. Donc le test de Kolb, c'est un test qui permet de venir identifier, selon les personnes, des modes et des styles d'apprentissage. Donc pour faire simple, les modes d'apprentissage, ce seraient les grandes catégories dans lesquelles on pourrait se dire je vais finalement être dans le ressenti, moi j'ai besoin d'expériences concrètes, je vais être dans l'observation, la pensée ou le faire. Mais finalement, de façon fonctionnelle, ce sont plutôt les styles d'apprentissage qui vont être prévalents parce que d'un point de vue personnel, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas sur un mode, mais plutôt souvent sur le croisement entre deux modes, ce qui donne les différents styles d'apprentissage. Et pour les replacer, toujours pour les avoir en tête pour la suite de ce qu'on va faire, rapidement, on a un style qui est plutôt convergent, qui est orienté vers un esprit plutôt logique. Un style accommodateur qui va plutôt être dans l'esprit pratique. Un style divergent qui va lui être plutôt dans une dynamique d'esprit ouvert. Et puis pour finir, un style assimilateur qui va lui plutôt être dans une démarche de patience. D'accord ? C'est vraiment pour se remettre globalement en tête tout ça. Ça va jusque-là ? Oui. Oui ? Super. Ok. Donc, on va vous proposer, déjà j'aimerais savoir parmi vous, qui est convergent? Ok, c'est juste pour me faire une idée du groupe. Oui. Du coup, c'est quand on a nos deux points, on regarde vers quoi ils vont. Exactement. Tu vois, toi par exemple, tu es assimilateur. Voilà. Et toi? Assimilateur. Ok. Et pour les deux personnes qui n'avaient pas pu faire le test, est-ce que vous avez pu aller jusqu'au bout? T'as pas fini le test? Bah, si, j'ai les chiffres, mais après, il faut les tout ça. En fait, on pensait créer 4 groupes selon votre style d'apprentissage. Donc que les convergents se retrouvent, les assimilateurs se retrouvent, les accommodateurs. Et voilà, donc je ne sais pas où
vous allez pouvoir vous installer, on va réfléchir à ça. L'idée serait de vous laisser 10 minutes pour répondre aux questions suivantes. Je te laisse noter. Donc la première serait, comment avez-vous abordé cette expérience de classe inversée? Et la deuxième, qu'avez-vous pensé des modalités de cette classe? Avec vraiment cette idée des documents que vous avez reçus en amont, la reprise des documents lorsqu'on a commencé la séance, et la réalisation du quiz et le complément d'information. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est de réfléchir comme ça. Donc, convergent, divergent, combien? Ok. Accommodateur, il y a des gens qui se cachent, non? Okay. Et assimilateur? D'accord, non, c'est pas mal. Ok. Accommodateur, on a dit. Donc, voilà, on va dire Les assimilateurs n'est délisés, pas les ici. convergents vont vers pas. Accommodateur vers toi, reste. Et les divergents vont rester. Et les autres Je crois que Raphaël est accommodateur. Donc là, au fond, on a convergent et divergent. Qui devant elle fait avant et pendant le cours. C'est ça, Mais ça, je trouvais que c'était aussi très très bien, c'est que les consignes étaient très précises et très claires. donc consigne. Travail, explicite, ça vous va comme ça? Alors, Si on considère qu'on va remplacer la question. un cours magistral par une Ça t'a manqué, toi, de ne pas avoir les éléments? Ben, là, en vrai, moi, je découvre tout. Oui. Mais moi, j'en fais, moi, ce genre de choses. J'en fais, je fais des formations où je reçois plein de documents. Et je travaille à la maison et j'ai un pré-test. Et après, je passe une formation. alors comment tu l'abordes justement Moi, je trouve que dans Moi, j'étais avec le groupe. moi, c'est génial parce que Avec Rachat. tu peux bosser à ton rythme. Quelqu'un qui, nous, on le reçoit 6 mois à l'avance. Donc, quelqu'un qui a besoin de travailler 6 mois, il peut travailler 6 mois. Celui qui a besoin de travailler dans l'urgence parce qu'il a plus de stress, du coup, il travaillera plus. Il travaille un mois avant. Moi, je trouve que c'est génial comme formation. Maintenant, ça, c'est chacun. C'est la notion de rythme. Ouais, ça, c'est chacun à son truc. C'est de la conception en lien avec l'organisation. Le temps par rapport à son organisation. Et aussi sa capacité à prendre vite ou de voir Et vraiment la forme accompagnée et le temps de la classe, c'est la restitution, d'abord l'exploitation du travail qui avait été demandé, la restitution en grand groupe, et donc on voit bien que le formateur il est présent avant, pendant un texte, où ça demande. On peut dire ça. Enfin, on en a l'impression. Après, peut-être que les gens qui ont l'habitude de faire de la classe inversée arrivent à optimiser ce genre de choses. C'est comme quand tu fais un cours magistral. La première année, c'est énormément de travail pour le préparer, tandis que les années d'après, bon, c'est un peu tu mets au bout du jour et c'est peut-être qu'avec une classe inversée, tu peux avoir le même genre de phénomène. Ouais. En tout cas, c'est vrai que la notion du temps est un questionnement. Mais est-ce que ce ne serait pas quelque chose de plutôt... Parce que là, on a l'impression que c'est une notion un peu péjorative, négative, parce que c'est chronophage, que vous avez fini par chronophage. Mais finalement, en apprenant l'étudiant qui a des difficultés d'assimilation, etc., est-ce qu'on ne peut pas envisager que lui, du coup, il pourrait consulter ses cours à son rythme Donc dans ce sens-là, c'est Alors on a abordé de toute façon le temps dédié à ça. Quelle que soit la modalité. Est-ce qu'il y a un temps dédié sur le planning de l'étudiant pour travailler la tâche, travailler C'était un peu contextualisé parce qu'on nous a vraiment demandé de partir d'une expérience qu'on avait vécue. Et par rapport à ça, on trouvait que c'était quand même assez productif. Voilà. Et pour le coup, quand on a assisté au cours théorique, c'était quand même beaucoup plus simple. On retrouvait des liens quand même
beaucoup plus facilement parce qu'on avait creusé le sujet. Et ça, c'était quand même... Après, c'est vrai que sans consigne, on imagine bien que la limite, c'est... j'ai pas trop envie de lire le document parce que j'ai pas de consigne, quoi. J'ai 6 documents, mais qu'est-ce que j'en fais? Je me focalise sur quoi? Je me concentre sur quel aspect? Il me semble qu'effectivement, le fait d'avoir eu des consignes, c'était assez constructif. Super. Merci. Un autre rapporteur pour la suite? Donc moi je vais rapporter pour les convergents. En discutant entre nous, en fait concernant on avait pas, sur le concept même de classe inversée, c'est vrai qu'initialement, nous on avait compris ça quand on avait vu votre vidéo, comme on apprenait les ressources avant, on les appréhendait, on les assignait pour faire nous-mêmes une forme de cours après, avec à la fin une synthèse par l'enseignant. Donc c'est vrai que le format finalement nous a surpris dans la façon dont c'était fait. Donc vous attendiez à vous créer le cours en venant ici. Bon, on en reparlera après. Et c'est vrai que du coup, initialement, l'un des points communs aussi dans la préparation, c'est que comme on n'avait pas vu de lien entre les articles sur le raisonnement clinique et le test de Kolb, on trouvait ça assez agaçant de ne pas réussir à voir le lien directement. Par contre, après, on a tous apprécié le fait d'avoir les prérequis du cours à travailler avant d'arriver en classe, dans l'idée d'une mise en pratique ensuite plus rapide et plus efficace des connaissances qui ont été acquises en amont. Qui a par exemple plu dans l'ensemble du groupe au moment du cours sur le raisonnement clinique, mais avec le petit bémol de si tous les étudiants n'ont pas travaillé en amont, il y a clairement beaucoup d'intérêt dans le travail. Donc voilà. Merci Racha. Eh bien, on continue, donc on embranche ces informations-là, on continue avec un autre rapporteur. Oui, vous êtes allez-y. Donc moi, je prends la main. Il est allumé, il est allumé. Ah oui, il est allumé. Oui, donc moi je vais prendre la parole au nom du groupe d'accommodateurs. On a scindé notre raisonnement en 2 temps. Un temps où on s'est demandé quels étaient finalement les éléments qui pourraient être ou négatifs ou qui auraient pu être un frein finalement à cet exercice. Peu d'éléments sont ressortis. Le premier, c'est un temps, une nécessité de temps pour appliquer effectivement cette méthode, puisqu'il faut bloquer un temps personnel, je veux dire, pour réaliser l'exercice. Et puis, il y a peut-être également une notion de stress, peut-être, en lien avec un impératif de rendu du coup, puisque on imagine bien que quand on va se retrouver ensuite en cours, on attend de nous une participation active. Donc, en fonction des profils, ça peut plus ou moins engendrer un stress. En revanche, dans tout ce qui est élément positif, là, on a été plus rhétorique. On aborde la notion d'une méthode qui laisse une grande part à l'organisation, au temps qui nous est laissé avant, individuellement, personnellement, pour réaliser le travail, aux consignes donc, de travail que nous avons trouvées d'une manière générale très explicite, à la fois dans le mail, etc. On a également un élément positif sur cette méthode en lien avec le rythme du travail, la multiplicité également des outils qui nous ont été proposés par le trinôme qui nous a bien convenu. On estime aussi qu'il y a une notion de climat sécure renforcée parce que comme notre groupe a eu la possibilité de travailler en amont certaines connaissances, pour le coup, notre participation active s'en trouve facilitée, ça permet également de développer le travail en autonomie et surtout ça nous permet de cibler à l'arrivée, en fait, sur une thématique donnée, à la fois nos difficultés, voire les questions que l'on aurait déjà à poser avant même que le cours ne démarre. Donc on n'a plus qu'à attendre, voir se défiler le cours et pouvoir les poser au fur et à mesure si besoin. Donc ça veut dire aussi réajuster ses propres savoirs. Voilà, c'est pour les accommodateurs. Super. Merci. Merci. Oui, vas-y. Donc je parle pour le groupe des assimilateurs. Je ne sais pas si ça marche. Alors nous, on a remarqué une variation de préparation au travail. Est-ce qu'on dégage du temps avant? Quand?
Donc ça implique du temps personnel à dégager pour travailler, ce qui nous a été demandé. Nous, on a élargi au point institutionnel, donc celles qui ont pratiqué la classe inversée. Est-ce que l'institution dégage du temps sur le planning pour justement travailler ce concept de la classe inversée? Et donc la question que l'on s'est posée, c'est est-ce que c'est chronophage finalement dans la préparation? On a repéré 3 temps, le temps de préparation en amont, le pendant et le après. Donc le avant où le formateur prépare sa classe inversée, le pendant où il est présent pour accompagner les élèves, pour faire l'exploitation et ensuite la restitution à tout le groupe, et le après où le formateur fait quelque chose de cette restitution. Après, pour répondre à la question 2, on a trouvé que c'était plutôt ludique, qu'il y avait une innovation sur la variation des apports pédagogiques. Voilà. Et ça supposait finalement l'implication et la réflexivité des étudiants, mais aussi sur le point négatif, est-ce que l'étudiant, comme on lui laisse la liberté, ça ne marche pas, hein, quand on lui laisse la liberté de préparer sa classe inversée, finalement, est-ce que s'il la prépare 3 mois avant, quelle est la plus-value? S'il la prépare la veille pour le lendemain, quelle est la plus-value aussi? Donc ça questionne l'engagement, l'implication et l'investissement des étudiants sur la classe inversée. Voilà. Et aussi, comme on a eu les documents avant, donc ça suppose qu'on peut préparer. Il y a aussi cet aspect positif-là. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, quand on observe aux différentes réponses, finalement, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir, suivant les styles d'apprentissage que vous pouviez avoir, quel style de réponse vous pouviez créer par rapport aux questions qu'on vous avait posées. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a des styles différents qui effectivement émergent. Tu veux faire le... Non, vas-y. Okay. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, par rapport à ce que vous avez dit, peut-être les plus flagrants, c'est les assimilateurs, dont tu as fait la restitution à l'instant. En fait, vous avez conceptualisé la chose. Vous vous êtes vite placé en termes d'institution, finalement, comment ça s'est passé. Et c'est assez rigolo parce que c'est justement le propre des assimilateurs, c'est qu'ils sont à l'aise avec ce côté théorie, concept, justement. Et finalement, vous avez abordé la chose de cette façon-là. Pareil, les accommodateurs, ils ont quand même été plutôt à l'aise avec cet outil quand vous l'avez explicité. C'était toi, Sandrine, qui restituait. Et finalement, vous avez été globalement plutôt à l'aise. Et puis, vous n'avez pas du tout parlé du fait d'être embêté par le doute. On avait mis un petit suspense dans cette vidéo. Parce qu'effectivement, vous avez lancé comme ça, on va vous demander d'utiliser cet outil. On ne vous avait pas forcément dit pourquoi. On avait fait un teaser, quoi. Et vous n'avez pas du tout parlé du fait que ça vous avait dérangé, finalement, alors que le groupe dont Rachat a fait la restitution beaucoup plus. Et en fait, finalement, c'est vrai qu'en fonction de vos réponses, on voit déjà un angle d'attaque différent de la question. Et puis au-delà de ça, finalement, une expérience vis-à-vis de la classe inversée que vous avez pu vivre, alors de façon, j'ai envie de dire, simulée, c'était pas réel comme on vous l'a proposé, mais vous l'avez vécu pour les M2 en tout cas avec le cours sur le raisonnement clinique qu'on a pu faire. Et vous avez finalement des façons différentes de l'appréhender. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est ça qui fait du lien avec finalement les résultats de l'étude à laquelle on s'est intéressé. Parce que donc pour replacer les choses, eux ils se sont demandé est-ce que finalement on n'a pas une adhésion différente à la classe inversée en fonction de notre style propre d'apprentissage. D'accord? Et pour cela, on utilise le test de Kolb pour différencier les différents styles d'apprentissage et on voit ce qui se passe. Donc en termes de résultats, finalement, la tendance se confirmait dans cet article en disant finalement l'adhésion à la classe inversée, elle est en lien avec le style d'apprentissage. Il y a une différence dans l'adhésion suivant le style d'apprentissage parmi les participants. Et finalement, une autre observation qui a été faite, c'est que quel que soit le mode d'apprentissage, les personnes ont quand même un retour assez positif par rapport à l'usage de vidéos courts. Le format vidéo, en tout cas, plaît beaucoup, mais l'adhésion à la classe inversée de façon globale est plus variable suivant les styles d'apprentissage.
je laisse Yamina aller un petit peu plus loin dans cette réflexion-là. Alors, finalement, ce qui a intéressé les auteurs, c'était cette question d'adhésion. Et l'adhésion, c'est être d'accord avec le dispositif qui était proposé. Et donc, ça a interrogé la notion de motivation. Et en réalité, il y a peu de lien entre l'inversion de la classe et l'augmentation de la motivation à apprendre. Et c'était imaginé qu'en utilisant la classe inversée, ça allait apporter de l'engagement, de la mise en action, et donc ça augmenterait les interactions au sein des sous-groupes et de fait la motivation à apprendre. Et puis finalement, eh bien non, ça n'est pas démontré. Et donc les pistes proposées, très rapidement, il parle de susciter la curiosité, mais d'une manière un peu plus construite, on va dire, c'est-à-dire aller jusqu'à ce que Racha a évoqué tout à l'heure, la co-construction des connaissances par les étudiants. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'apporter des ressources pédagogiques en amont, de les mettre en exercice, en application en présentiel. Pardon, c'est parce que je vous crie dans les oreilles, c'est ça que moi j'entends. Alors, il ne suffit pas de mettre à disposition les ressources pédagogiques en amont et de les mettre en exercice lors du présentiel. Il faudrait aller beaucoup plus loin. Et donc, c'est là qu'elle a introduit la notion de degré de classe inversée. Marcel Lebrun en définit 3. Et il évoque jusqu'à ce qu'on appelle la classe renversée, qui est l'ultime en fait, inversement, c'est-à-dire qu'au-delà de l'inversement espace-temps, il y a aussi inversement des rôles enseignants-élèves. Et donc, les étudiants en présentiel co-construisent les connaissances ensemble. Et puis, accorder davantage d'importance aux interactions pendant la phase d'apprentissage théorique, c'est-à-dire qu'il y a en effet cette difficulté où les étudiants face à leur ordinateur, tout seuls chez eux, doivent se confronter à des savoirs, et puis il peut y avoir cette sensation de solitude, d'être perdu, de ne pas avoir d'interaction avec l'enseignant, etc. Donc, accorder un peu plus de finesse et de souci justement à cette phase-là. C'est pas en balançant 6 articles comme on a fait avec vous on les met en situation justement d'adhérer à la classe inversée. Donc pour la conclusion, eh bien c'est pas renversant, hein, c'est la classe inversée, c'est un dispositif pédagogique qui repose sur l'alignement pédagogique. Hein. C'est-à-dire que ça paraît tellement évident, mais quand vous préparez des classes inversées et que vous avez ce souhait-là, vous êtes très 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 focalisé sur des éléments comme la technologie, l'innovation, le numérique, et vous pensez vraiment fortement que ce sont des éléments qui vont déclencher les leviers de l'apprentissage en profondeur. Mais en réalité, non. C'est un dispositif pédagogique comme les autres qui est dépendant de l'alignement pédagogique. Si vous avez réfléchi à la cohérence entre vos objectifs visés en amont, la méthode pédagogique que vous avez mise en œuvre et le dispositif d'évaluation le plus adapté, là vous allez enclencher véritablement les leviers de l'apprentissage signifiants. Voilà. Que nous reste-t-il? Il nous reste la proposition de l'auteur. Proposition de l'auteur. Alors en fait, nous avons contacté l'auteur afin déjà d'avoir le test de Kolb, le même qui avait été proposé aux étudiants. Donc d'ailleurs, c'était une étude qui s'adressait aux étudiants de physique en L3. Donc elle s'est permise de nous donner une information qu'on trouvait intéressante de vous communiquer. Et pour elle, le test de Kolb, il est bien pour se faire une première idée du style d'apprentissage, mais il est insuffisant pour expliquer plus en avant l'adhésion qui relève d'un processus motivationnel. Donc elle nous propose, si vous en avez envie, si vous avez envie d'aller plus loin, éventuellement de regarder ce lien pour trouver un autre exercice que vous pourriez proposer éventuellement à vos étudiants ou à vous-même. Voilà, nous vous remercions et avez-vous des questions? Ah, mais je donnerai le PowerPoint. Ce sera sur le site internet du CFRPS avec une synthèse réalisée par les auteurs de la bourse scolaire.
Donc, est-ce que vous auriez des questions? Quelles questions vous n'auriez pas posées? Dans l'article, est-ce qu'il y avait une notion d'âge? Il a été. L'âge des étudiants? Oui. L3 en moyenne, 23 ans. Oui, c'était ça. Ouais. Oui, parce que l'âge, peut-être Oui. aussi, est-ce que l'âge, c'est pas aussi un facteur qui changera l'adhésion? Alors pour le coup, ils n'ont pas travaillé sur ce critère parce que c'était pas possible pour eux. C'est ça que ça peut être intéressant. Est-ce qu'ils ont testé plusieurs types d'informations avant la classe inversée? Est-ce qu'il y avait plusieurs épisodes de classe inversée et une fois ils ont donné des articles à lire, une fois ils ont donné une vidéo, une fois ils ont donné je sais pas quoi? Non, c'est toujours la même modalité. C'est toujours la même chose. Parce que On pense là des cours, de la théorie pure, et en situation, ils étaient uniquement sur des exercices de résolution. Donc il n'y avait plus tout d'apport de cours. Par contre, les étudiants se plaignaient énormément pour les étudiants qui avaient joué le jeu, c'est-à-dire qui avaient vraiment suivi l'enseignement, cela était agacé par les autres qui n'avaient pas travaillé en amont. Ça réduisait le temps de partage. Hein, Remarque que vous avez faite aussi d'ailleurs. Ça freinait l'interaction de façon assez conséquente. Oui. Je pense que tout le monde a faim. On vous remercie pour votre attention. Donc le take-home message. Non, alors, si on doit juste replacer quelques grandes idées qui pour nous sont des idées intéressantes, c'est que finalement l'adhésion, ok, elle est variable d'un individu à l'autre par rapport à la classe inversée. Sûrement pas que par rapport aux critères qu'ils ont mesurés d'ailleurs, mais en tout cas c'est ce qui leur sortait. S'il te plaît, que ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de redite entre la classe inversée et donc faire le temps théorique en amont et puis le temps en présentiel pour qu'il y ait un intérêt dans cette classe inversée-là, que les activités doivent être engageantes sur le plan cognitif et pertinentes, et pour finir, que c'est important de bien mettre ça en corrélation avec les processus de motivation, parce qu'on se rendait compte que finalement, c'était pas le fait d'avoir une classe inversée qui allait dans le fait d'aller de privilégier la motivation. Voilà. Donc, merci pour votre